Le sujet pour lequel vous êtes ici, puis sur lequel je vais vous entretenir surtout, c'est-à-dire la réforme à l'assurance-emploi présentée par le gouvernement conservateur cette année et qui commence en morceaux à être mise en application. Puis là, il y a un autre gros morceau qui a été annoncé il y a quelques jours et qui va être en vigueur, ces règlements-là, à compter du 6 janvier et qui vous touche parce que vous êtes considérés comme des prestataires fréquents. Là, l'année passée, ou cette année plutôt, on n'imaginait pas, en matière de chômage, le pire. On ne l'imaginait pas. Parce qu'on a connu des vagues successives de compression dans ce régime-là. Là. Les années 90 ont été terribles pour l'assurance chômage. Terrible. Il y a eu des compressions en 1990, en 1993, en 1994, en 1996. L'État ne met plus un sou dans la Caisse d'assurance chômage depuis 1990. Et depuis 1995 jusqu'à 2008, il a détourné 59 milliards de dollars de la Caisse d'assurance chômage, caisse qui faisait des surplus. Pourquoi faisait-elle des surplus? Parce qu'il maintenait un taux de cotisation artificiellement élevé et en même temps, il imposait des compressions. C'est-à-dire, on réduisait l'accès à l'assurance chômage. Ceux qui quittent leur emploi, ceux qui sont congédiés. On monte la barre des critères d'admissibilité, combien de temps de travail pour se qualifier. Si avant 96, ça prenait 20 semaines pour ce qu'on appelle un nouvel arrivant, quelqu'un qui revient sur le marché du travail, 20 semaines avec un minimum de 15 heures par semaine, ça fait 300 heures, ça, on calcule, hein? Mais depuis 1996, ça prend 910 heures. Alors, c'est tous les gens qui sont à temps partiel. Mais tu sais, la couverture du régime d'assurance chômage, c'est 46 %. Avant ces compressions au régime, là, 85 % du monde là, qui tombait en chômage était protégé et avait droit de recevoir des chèques, des prestations de chômage. Depuis ce temps-là, la barre est tombée en bas de 50 %. Depuis 1996, par exemple, ça ne s'est jamais relevé au-dessus de 50 %. En ce moment, le dernier chiffre officiel, je n'ai pas amené mon petit bouquin, je dors quasiment avec, mais c'est les chiffres officiels du ministère des Ressources humaines, dernier bilan, là. 46 % seulement des gens qui sont sur le chômage ou qui sont chômeurs, définis comme chômeurs, ont droit à des prestations de chômage. Les éléments essentiels de cette réforme-là. On abolit ce qui s'appelait les projets pilotes. Ici, à Montréal, ça ne nous affecte pas. Quand on n'est pas d'accord avec une décision d'assurance chômage, je suis victime là, d'une décision qui dit que tu es refusé. Parce que tu as été congédié, parce que tu as quitté cet emploi, on a fait notre enquête, tu n'étais pas dans ton bon droit de quitter l'emploi, tu n'as pas une raison qui justifie ce départ ou cette démission au sens de la loi, et ce n'était pas la seule solution raisonnable. Ça, c'est les termes de la loi. Ils sont plates, mais bon, c'est les termes de la loi. Ou vous avez été congédié, la lettre M sur le relevé d'emploi, et parce que j'ai été congédié, je perds tout. Avec ce relevé d'emploi-là et tout ce qui vient avant, ça s'en va aux poubelles. Alors, tu veux contester ces décisions, tu peux aller devant des tribunaux. Conseil arbitral, première instance, tribunal administratif. Alors, la réforme, je reviens à la réforme, abolit ces tribunaux-là, qui existaient depuis le début de l'assurance chômage. L'assurance chômage, ça existe depuis 1940. Alors, il abolit ces tribunaux administratifs qui fonctionnaient bien, qui étaient accessibles, je dirais même équilibrés, dans la mesure où ils représentaient cette espèce d'équilibre social entre les représentants de ceux qui cotisent au régime d'assurance chômage. Tu avais un représentant des travailleurs, tu avais un représentant des employeurs, puis tu avais un président du conseil arbitral. Ils sont trois. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas de public. Ils sont là, ils t'écoutent, posent des questions, ils essaient de comprendre. Et ils ont ce pouvoir de renverser la décision de la commission. C'est assez simple, c'est agile, c'est pas trop bureaucratique. Ça dure 20 minutes, une demi-heure, tu reçois ta décision quelques jours plus tard. Ça fonctionnait bien. Ils abolissent ça. Et là, ils remplacent ça par une nouvelle structure qui va s'appeler le tribunal de la sécurité sociale. Et là, le tribunal de la sécurité sociale, il va y avoir seulement 40 commissaires pour s'occuper du chômage. Et donc, il va y avoir un seul commissaire nommé par le gouvernement. Et qui vont avoir un pouvoir qu'il n'y avait pas avant le conseil arbitral, c'est-à-dire le pouvoir de rejet sommaire. Je conteste une décision. Actuellement, ils sont obligés de m'entendre, de me recevoir, de m'entendre, d'écouter mes explications. Il y aura donc un pouvoir de rejet sommaire sur la simple base du dossier en disant « tu n'as pas de cause, on ne veut pas t'entendre ». Fini. Poup. Et là, je dois faire appel plus haut, aller devant un autre tribunal. Et de moins en moins, puis ils nous le disent, ils voudront rencontrer les gens qui contestent ces décisions, ils vont vouloir faire ça par vidéoconférence. Le conseil arbitral, là, il y en a dans toutes les moyennes et grandes municipalités du Québec. Tu es à Saint-Hyacinthe, il y en a un. Puis tu es à Repentigny, puis il y en a un, puis à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, puis en Gaspésie, puis etc. Là, non. Ça va siéger à 4-5 places,
puis le reste, ça va être par vidéoconférence ou sur la base du dossier. Fait que ça, il abolit ces structures-là. Passons à un autre sujet qui est beaucoup plus brûlant pour vous, c'est le fait d'être dorénavant tagué prestataire fréquent. OK? Cette réforme-là, un des éléments essentiels, c'est de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait dans le passé. Bien sûr, ils faisaient des statistiques. Bien sûr, il y en a qui sont plus fréquents que d'autres, puis etc., puis blablabla. Mais là, ils taguent les gens selon un historique de chômage. Dorénavant, c'est en vigueur à partir du 6 janvier. C'est qui les prestataires fréquents? C'est surtout les saisonniers. Ils sont où, les saisonniers? Ils sont au Québec ou dans les provinces maritimes. L'industrie saisonnière n'est pas répartie de façon égale au Canada. L'industrie saisonnière est essentiellement au Québec ou dans les provinces maritimes. 34 des demandes de chômage au Québec, c'est des saisonniers. Si tu t'en vas au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, c'est au-dessus de 40 de ceux et celles qui font une demande de chômage qui sont des saisonniers. Si tu t'en vas à Terre-Neuve, c'est au-dessus de 50 Même chose à l'île du Prince-Édouard. De tous ceux et celles qui sont des saisonniers et qui déposent une demande de chômage au Canada, 40 sont au Québec. Les prestataires fréquents, c'est donc, et ça, c'est les chiffres officiels, surtout des saisonniers, mais pas seulement des saisonniers. C'est aussi les contractuels, les temporaires, etc. La façon qu'ils vont définir le prestataire fréquent. C'est quelqu'un qui, au cours des 5 dernières années, a fait au moins 3 demandes de chômage. Et c'est des gens qui auront reçu, au cours de ces 5 années-là, plus de 60 semaines de prestations. En moyenne, donc, 12 semaines par année. À partir du moment que tu es là, puis eux autres, là, ils savent tout de suite, là, ils ont des technologies extrêmement puissantes. Ils peuvent savoir, ils savent déjà de toute façon, là, c'est sûr. Les prestataires fréquents, il y en a combien, sont où, ils peuvent les répartir par sexe, par région, par catégorie d'emploi, par groupe d'âge. Et donc, ces gens-là, ce qu'on définit comme les prestataires fréquents, à côté de ça, il va y avoir 2 autres catégories. Eux, prestataire qu'on appelle le travailleur de longue date. Lui, les conservateurs, ils l'aiment. Parce que ça dit prestataire, travailleur de longue date. Genre, c'est quelqu'un qui travaille, qui paye des cotisations, mais qui n'est pas souvent au chômage. Et le prestataire occasionnel, mais c'est toutes les autres. Il y a 3 catégories. L'occasionnel, c'est donc pas le fréquent, ni non plus le travailleur de longue date, c'est les autres. Bon. Et là, on va rattacher un certain nombre d'obligations et de droits qui sont différenciés d'une catégorie à l'autre. Et là, on va rester avec le prestataire fréquent. La première chose qu'ils ont fait et qui nous a sauté à la figure à la fin du mois de mars, à la journée même de la lecture du budget de Flaherty, c'était le fait qu'ils nous annonçaient abroger une partie de la loi d'assurance-emploi. Il y a un article dans la loi qui définissait ce qu'est un emploi convenable et un emploi non convenable. Et ça existait dans la loi d'assurance chômage depuis 1940, depuis le début de la loi d'assurance-emploi, et c'était même inspiré de la loi britannique des années 20. Cette loi-là apportait un certain nombre de paramètres et définissait le rapport des droits et des obligations entre quelqu'un qui est sur le chômage et la commission. Cette loi-là, ou cet article de loi-là, nous accordait un certain nombre de protections. Elle nous disait, par exemple, quand tu tombes en chômage, tu as droit à ce qui s'appelle un délai raisonnable pour chercher de l'emploi dans ton corps de métier. Tu es technicien de son, tu travailles, tu es costumier, costumière, c'est ton métier. Tu l'exerces depuis tant d'années. Alors là, on disait, on t'accorde un délai raisonnable, genre à peu près 3 mois, pour chercher de l'emploi dans ton secteur à toi. Si on ne t'obligera pas à aller ailleurs. Puis tu peux refuser un emploi qui t'offrirait des conditions de travail et un salaire moindre, ce que la moyenne des bons employeurs offrirait normalement dans ton corps de métier. Tu étais protégé. Si tu es un menuisier, ça fait 20 ans que tu es menuisier, puis on donne un délai raisonnable de 3 mois. Puis il y a un fin qui dit, moi, je suis un emploi, je veux t'engager comme menuisier, mais je te donne 15$ de l'heure. Tu pouvais refuser. Et tu n'étais pas affecté dans tes prestations de chômage. Comprends-tu? Tu avais ces protections-là. Après le délai raisonnable, la loi disait, bien là, il faut t'ouvrir, là. Monsieur, madame, il faut aller chercher ailleurs, d'autres sortes d'emplois. Mais là aussi, tu avais un certain nombre de protections. C'est-à-dire, tu bénéficiais de cette règle-là, que si on t'offre une job, on ne peut pas te l'offrir à des conditions de travail et à un salaire moindre, ce que la moyenne des bons employeurs t'offrent dans ce secteur-là. Alors, si tu es menuisier,
On veut te faire une job de je ne sais pas trop quoi, on va dire mécano, je ne sais pas, n'importe quoi. Et dans ce secteur d'activité-là, la moyenne, c'est, mettons, 18 piastres de l'heure. On ne peut pas dire je veux t'engager dans cette affaire-là, mais moi à 14 piastres. Tu étais protégé parce qu'on définissait comme étant ce qu'offre la moyenne dans ta région, là, la moyenne des bons employeurs en termes de conditions de travail et de salaire. Alors, la première chose qui nous a sauté au visage lors du budget Flaherty, puis lors de la présentation de la loi d'exécution du budget au mois d'avril, c'est qu'ils abrogeaient cet article de loi-là. Quand tu rentres dans le texte, c'est là qu'on comprend. Puis ils nous annoncent que ça va devenir règlement bientôt. Que là, on va taguer chômeurs. Fait que là, les prestataires fréquents, on les définit. Les prestataires occasionnels. Les prestataires travailleurs de longue date. Et ce qu'ils ont défini et annoncé au mois de mai est devenu ce qu'ils ont adopté comme règlement, qui est annoncé jeudi passé, avec le même texte, grosso modo, qui s'appelle « Jumeler les Canadiens et les Canadiennes avec les emplois disponibles ». Et ça a fait l'objet d'un texte de règlement qui est disponible en ligne sur le site de Service Canada et qui va être normalement publié demain, le 19 décembre, dans ce qui s'appelle la Gazette officielle du Canada. Donc, à partir du moment que la Gazette officielle du Canada publie ces règlements-là, ils deviennent donc officiels. Et on nous dit dans ce texte de règlement qu'ils seront en vigueur à compter du 6 janvier prochain. Alors, voilà, force de loi, c'est ça qui s'en vient. Donc, on a défini ces trois prestataires-là. Vous êtes, pour ce que je comprends de votre situation de travail, des prestataires fréquents. Alors, on dit quoi aux prestataires fréquents? Vous perdez, c'est ce qu'on leur dit, en fait, on leur dit à tout le monde, mais particulièrement, on cherche, on vise les prestataires fréquents. Vous perdez donc ces protections historiques. De dire, ah, ben là, je dispose d'un délai raisonnable pour chercher dans mon type d'emploi. Ah, je peux refuser un emploi qui ne m'offre pas la moyenne de ce qu'offrent les bons employeurs, la moyenne des bons employeurs dans ma région, dans tel secteur d'activité, etc. Alors, on définit trois sortes de, comment dire, d'occupations ou de recherche d'emploi qu'on va faire. OK? Avant, on parlait de recherche d'emploi. Là, on définit, il y a trois vocables. Là, on va dire, on va donner certains droits à un certain nombre de monde, là, de ces catégories de prestataires de chômage, en leur disant, toi, tu disposes d'un certain temps pour chercher dans la même occupation que tu avais. Tu es technicien de son en cinéma, pour dire quelque chose, mais tu peux continuer pendant tant de semaines à chercher dans la même occupation. Bon. Mais ça, les prestataires fréquents n'ont pas ce droit-là. Les prestataires fréquents, eux autres, vont, les 6 premières semaines de leur période de prestation, devoir chercher un emploi qui s'appelle une occupation semblable. Alors, l'occupation semblable s'entend de toute occupation où tu as les compétences nécessaires ou qui comportent des fonctions comparables. Ça veut dire surtout qu'on va obliger les gens, les prestataires fréquents, à ouvrir leur recherche d'emploi dès les premières semaines, les 6 premières semaines, vers non seulement mon occupation habituelle, mais là, c'est plus ça, c'est une occupation semblable. Et eux vont déterminer qu'est-ce qui est semblable. Et après 6 semaines de prestation, là, je devrais m'ouvrir à tout. Alors, qu'est-ce que l'occupation? Donc, après 6 semaines de prestation, je vais chercher de la job à peu près dans n'importe quoi, c'est-à-dire toutes sortes d'occupations où j'aurais des compétences. N'est-ce pas? Et ça inclut la possibilité de devoir que je puisse accepter une job où on va m'offrir une formation en cours d'emploi. Ça, c'est ce qui définit, je ne vais pas dire c'est ce qui va se passer, là, mais c'est ce qui définit le prestataire fréquent. Ils sont en train de mettre sur pied une structure qui s'appelle Alerte Emploi. Ça leur coûte d'ailleurs 33 millions de dollars pour faire ça. Ça risque d'être une technologie très informatisée et qui va suivre les prestataires fréquents surtout, dans leur recherche d'emploi, dans leur démarche d'emploi, qui va leur dire, toi, il y a une job de disponible à tel endroit, il faudrait que tu ailles appliquer. Et au cours des 6 premières semaines, là, on a dit que tu devras t'ouvrir à un type d'emploi semblable, une occupation semblable, et tu devrais accepter même une réduction de ton salaire jusqu'à 80 jusqu'à 80 de ton salaire. Donc, 20 de moins, 20 c'est ça, ouf. Donc, mais une réduction jusqu'à 80 du salaire que tu avais au cours de la dernière année.
Après ces 6 semaines-là, cette réduction-là, on pourrait t'obliger à accepter jusqu'à 70 du salaire que tu recevais auparavant. Ils vont cibler ça, votre recherche d'emploi, et faire beaucoup plus de vérification à travers des convocations, à travers ce système d'alerte emploi, utilisant des technologies informatiques. Ils vont faire des suivis. En d'autres mots, il ne faut pas avoir peur, là, en ce moment. J'ai expliqué bien des affaires, mais on pourrait avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir. Il faut comprendre. Et c'est quand on comprend ça qu'on est mieux outillé pour y répondre. Y répondre, ça veut dire être aux aguets, tenir chacun, chacune, à chaque semaine, sa liste de recherche d'emploi. Et là, je laisse place à votre imagination. C'est quoi une recherche d'emploi? Ce n'est pas nécessairement d'aller passer une entrevue d'emploi. La recherche d'emploi, c'est avant tout les gestes que je pose pour chercher de la job. Alors, je passe dans un magasin, je m'en prie, avez-vous besoin de quelqu'un ici? Non, je viens de faire une recherche d'emploi. Je vérifie sur Internet, Joboom, machin, etc. Je fais de la recherche d'emploi. J'envoie mon CV, je prépare un CV, vous en avez. Je l'envoie par courriel à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Ça prend quelques minutes. Je viens de faire de la recherche d'emploi. J'ai même mes preuves avec les trucs de courriel. Je lâche des coups de téléphone, je passe des entrevues d'emploi. S'il me contacte avec ce fameux système d'alerte emploi, ça ne sera pas tout de suite. D'après tous ceux qui se connaissent dans ces trucs-là, on parle plus à partir du printemps prochain. Parce que si tu refuses de passer l'entrevue, là, les problèmes commencent. S'il te convoque ou s'il vérifie pour voir si tu as fait des recherches d'emploi, puis tu arrives avec seulement 2-3 recherches depuis 2-3 mois, tu peux avoir des problèmes. Et donc, ils vont porter beaucoup d'attention sur ce qu'ils appellent les prestataires fréquents et sur leur recherche d'emploi. Tant que c'est bien organisé, tant qu'on comprend les mécanismes qui sont mis en place, ceux que je vous explique présentement, on est bien outillé pour y répondre. À partir du moment qu'on tenez votre liste de recherche d'emploi, tenez-la à chaque semaine, un petit bout de papier, etc., que vous mettez dans le tiroir. S'ils veulent vérifier, vous l'avez, puis voilà, ça devrait aller.